Bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués. Merci de cet accueil ici avec de nature formidable autour. Merci au Centre d'Alembert de m'avoir invité, d'être là parmi vous, tout particulièrement à Nick Jacques, parce que ça me permet aussi de questionner cet objet qui aujourd'hui est une petite partie de ma recherche de doctorat, qui a abouti un peu moins de 2 ans. Je fais partie des jeunes chercheuses ici. On va donc parler aujourd'hui du traitement médiatique. On dit Haïti, Fukushima. Vous allez voir dans un premier temps que pour ce sujet-là, je vous suggère qu'on remonte un petit peu dans le temps, car c'est ce que j'ai essayé de faire aussi, afin non seulement de remonter dans le temps, mais pas simplement de se focaliser sur la crise au moment où la crise survient, comme on soupçonne parfois les médias d'arriver évidemment à ce moment-là et de ne voir que cela. Pourquoi ? Parce que à travers ces chronologies, on pourra voir qu'il y avait déjà des niveaux de vulnérabilité qui apparaissent de façon assez flagrante, que ce soit au niveau politique, économique, du point de vue financier aussi parfois, et que cela questionne profondément, quand la crise arrive particulièrement, où eh bien, il y a quand même parfois un questionnement également sur la gouvernance, voire sur des niveaux de corruption, comme nous le verrons sans doute après. Ces vulnérabilités, donc, on les verra aussi, eh bien, on se rend compte eh bien, qu'elles attirent les lumières médiatiques, toutes les lumières s'allument à ce moment-là, que ce spectre-là, il apparaît uniquement au moment des crises, comme si on ne vivait la crise qu'au présent, malgré cette chronologie et tout ce qui précède la crise. Quelle compréhension finalement, c'est un petit peu ça que je cherche aujourd'hui avec vous, avec des publics qui sont de plus en plus mouvants, et in fine, eh bien, quel est le rôle des perceptions pour rejoindre certains aspects qu'on a déjà abordés auparavant. Premier aspect donc, lorsque j'ai débuté cette recherche, je ne pouvais pas comprendre autrement que sur le temps long, c'est-à-dire à la fois le Japon et Haïti, sur des changements assez profonds, sur une ère qui s'achève en 89 au Japon, avec Akihito qui accède à la mort de Hirohito, et bien, qui devient le nouvel empereur, avec cette nouvelle figure, et puis au niveau politique, je ne vais pas tout vous lire évidemment, je pense que c'est affiché assez grand derrière moi, avec une succession déjà de certains scandales du point de vue politique, avec cet anniversaire aussi de Pearl Harbor, toujours ce passé, voire ce passif, qui est quand même assez prégnant, et qui s'impose aussi au fil du temps. Côté haïtien, on essaie d'apporter une forme de gouvernance à travers la constitution haïtienne, et qui est partiellement restaurée après déjà certains couacs avec la fin de l'ère de Duvalier père et Duvalier fils, et l'arrivée de Jean-Bertrand Aristide, et comme vous le voyez, une succession 91 puis 93, et déjà à ce moment-là, en 93, la première mission onusienne qui nous conduit quasiment jusqu'à aujourd'hui avec la MINUSTAH, qui est venue ici comme un pilier pour essayer d'aider de diverses manières, avant tout évidemment sécuritaire. Pour avancer dans le temps, 94-96, qui focalise quand même un bon nombre d'éléments. Vous le voyez au niveau politique, des deux côtés, et un gros choc déjà au Japon, ce qui questionne déjà à ce moment-là, bien sur ce pays qu'on croyait incapable de vaciller, bien qui déjà à ce moment-là, au niveau de Kobe, subit d'importants dégâts et se questionne déjà une première fois en janvier 95. Tout ceci mêlé, et du point de vue médiatique, c'est intéressant aussi de voir où se situe la focale, parce qu'il y avait également, vous vous en souvenez sûrement, de la secte Aum et des attaques de mars 95, avec ce gaz sarin dans le métro. Tout ceci était contemporain. Quant à Haïti, au même moment, Gordon, qui avait déjà balayé assez largement
l'ensemble, y compris République dominicaine et Haïti. Et vous le voyez, de gros problèmes sécuritaires qui commencent à ce moment-là. René Préval qui était déjà sous la coupe avec Jean-Bertrand Aristide qui est élu René Préval et qui sera également là en 2010 lors du tremblement de terre. Je précise tout cela pourquoi? Parce que vous le voyez, on détecte quand même ici différents niveaux, différentes lectures et ces niveaux de vulnérabilité qui sont un petit peu comme des ponctuations sur lesquelles le regard médiatique vient se poser à certains moments, jusqu'à ce qu'il y ait, eh bien, si on avance dans le temps, vous voyez, à nouveau, au niveau financier aussi, pour le Japon, l'une des pires récessions qui a lieu en janvier 2009, un plan de relance, et sur le plan politique, tout ceci ponctue aussi les différents choix qui sont faits au niveau haïtien, René Préval et diverses tempêtes, diverses mais pas que diverses, à chaque fois des dizaines, voire des centaines de morts et des inondations, des problèmes gravissimes sur le plan matériel, infrastructure au niveau de Haïti. Comment toutes ces catastrophes, ces crises, c'est vrai qu'on a vu certaines divergences, une polysémie finalement dans la façon de qualifier ce qui, sur le plan médiatique, c'est vrai, est parfaitement polysémique. On qualifie de crise, de catastrophe, d'effondrement. Tout ceci est mêlé. Ça nous donne finalement un champ sémantique unique qui caractérise à un moment donné un effondrement tout court. C'est là où on se situe d'abord en Haïti, en janvier 2010, le 12 janvier, avec une focale très importante à ce moment-là. Mais je le dirai tout de suite, et ça va rejoindre divers éléments qu'on va aborder ensuite, l'impossibilité d'atterrir à Port-au-Prince. Ce qui veut dire non seulement que le pays est intégralement replié sur lui-même, sous les décombres, on ne sait pas bien ce qui s'y passe, c'est en fin de journée, et bien pour l'Europe notamment, il faut déployer des envoyés spéciaux, tout ceci se passe le lendemain, il y a un temps de latence avant de pouvoir atterrir. Et cela jouera aussi après sur une forme antithétique, c'est-à-dire qu'après il y aura un énorme déploiement qui va se poursuivre, comme s'il fallait tous accourir, tous monter dans les avions militaires et autres. Je vous laisse prendre connaissance pour Haïti de ce qui nous mène à 2011, qui grosso modo eh bien, va demeurer jusqu'à l'élection de Jovenel Moïse il y a 2 ans, mais sur le fait que sur le plan politique, il y a eu là aussi certains soubresauts, mais un continuum, je dirais, sur une gouvernance qui peine à se stabiliser et à stabiliser de fait le pays. Sur le plan du Japon, la chronologie ici, et c'est vraiment que j'ai été récupérée au niveau médiatique aussi, c'est-à-dire considérer à quel moment eh bien, les lumières vont essayer de faire la lumière sur ce qui est en train de se produire sur le plan factuel. Là encore, ce qui est peu restitué, je trouve, du point de vue médiatique, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'images, mais tellement d'images qu'on ne comprend pas ce qui s'y passe, tout simplement parce qu'à partir du moment où il y a le tremblement de terre, il y a le tsunami, je vais pas revenir sur ce qui a déjà été exprimé jusqu'à mon exposé maintenant, mais dès lors qu'on soupçonne, il y a ces fumées au niveau des écrans partout, il commence à y avoir des explosions. On suppute des explosions, mais on n'a rien du tout qui vient expliquer l'événement. Qu'est-ce qui est en train de se produire? Il y a certaines conférences de presse qui se déroulent à ce moment-là, mais le seul et unique message qui est diffusé par les autorités japonaises ainsi que TEPCO, c'est de dire tout va bien. Donc il y a aussi ce décalage très fort, et le décalage, notamment avec Haïti, c'est le fait que tout le monde essaie d'atterrir tout de suite, puis tout le monde doit se retirer, parce qu'il y a cette crainte énorme de l'irradiation et du danger que représente progressivement sur un rayon de plus en plus grand dans la préfecture de Fukushima, qui est lié à la décision d'évacuer. Donc un certain paradoxe, encore une fois, entre les images, les messages politiques, japonais particulièrement, qui mettront un certain temps à révéler finalement une part de vérité pour certains, ou les faits, tout simplement. Il y a un doute, en tout cas, immédiat qui pointe dès 2011. Où est-ce que je veux en venir à partir de ces chronologies?
Tout simplement, ce sont les points saillants. Côté haïtien maintenant, eh bien c'est ce développement nouveau qui était en train de pointer. Et en Haïti, finalement, avec ce tremblement de terre, tout s'évanouit, y compris certaines idées de construction plus durable, de s'inspirer aussi de certains modèles pour les normes antisismiques, où finalement on se rend compte que, eh bien, progressivement, c'est l'image aussi du palais présidentiel totalement éventré, où le politique devient tout à fait occulté. Il est lui-même victime du tremblement de terre, il est annihilé. Et l'on se rend compte aussi aujourd'hui que le niveau de fragilité semble absolument identique à fin 2009. En tout cas au niveau des perceptions et de ce qui transparaît sur le plan médiatique. Ce que je voulais montrer aussi, c'est, comme je le disais à l'instant, cet hyper-déploiement en Haïti. Je vous ai mis ici, et comme on est presque à l'heure du thé, je me disais que ça pouvait être sympathique que vous ayez un peu de lecture aussi, qu'on pose un petit peu les choses. Plutôt que de jouer, il y a le choc des images, mais il y a aussi les mots. Et dans cette polysémie dont je parlais, dans tous ces éléments un petit peu plus discursifs du discours, de finalement qu'est-ce qui nous est dit de l'événement, voici ce qui transparaît. J'ai mis notamment, vous voyez, ces synonymes que j'ai mis dans les mots-clés, chaos debout, gangrène, bandit, anarchie. Voilà ce qui caractérise finalement, ce qui qualifie la vie à Port-au-Prince et cet écroulement massif. Les images évidemment qui accompagnent ce papier signé par Christophe Ayad, une monstration qui pose question là aussi. Non, il ne s'agit pas, comme on le voyait tout à l'heure avec la vague du tsunami, il ne s'agit pas de voitures, il s'agit d'êtres humains. Et on montre, c'était de la même page, avec la source que je vous ai resituée, et qui ne pose pas question, pour ainsi dire. Est-ce qu'on lui fait un peu partout de mon point de vue, ça a été un signifiant, un sens supplémentaire qui accompagnait certains mots pour faire dire, ou en tout cas accompagner cette idée de chaos permanent. Il y a finalement des traitements médiatiques, évidemment, vous en doutez, fonction aussi des médias, qui font partie de ces centaines de journalistes qui ont été déployés, avec des montages pour certaines chaînes de télé aussi, tels des spectacles sur place pour décrire. Voici des éléments que je vous laisse le plus dans la teneur possible, pas simplement comme des citations raccourcies. Ce sont des entretiens que j'ai menés dans le cadre de ma recherche, avec, comme vous le voyez, un étudiant, un statisticien qui est à New York maintenant, Claude Joseph, qui parle justement de l'aide qui va découler. Pourquoi ? Parce que cette monstration, elle va servir à faire pleurer dans les chaumières, on va y revenir aussi, pour générer des fonds. On se retrouve sur un scénario assez comparable à 2004, avec les images qui ont force comme une injonction à donner par le truchement des médias également, et c'est ce qui s'est produit en 2010. Claude Joseph réagit pour lui, ceci est caractéristique du capitalisme du désastre, parce que ça ne mène pas ailleurs qu'à une forme répétitive de continuum du chaos. Rien ne permet de croire qu'on va remettre sur pied ce tout petit bout de pays, si vous le situez sur l'ancienne île d'Hispaniola, qui ne se remet pas sur pied, malgré tout ce qui a pu être mobilisé. Vous le voyez dans sa citation. Quand on compare aussi avec ce que dit Jean-Michel Carrois, qui est basé à Saint-Domingue et qui est venu par ses propres moyens pour couvrir au lendemain du tremblement de terre, pour lui, tout ceci est assez logique aussi, ce sont les ONG qui ont besoin de cette couverture médiatique pour capter des fonds et pour faire pleurer dans les chaumières, donc, nous dit-il. Du point de vue politique, les répercussions sont tout de même assez importantes aussi. René Préval, qui était bien assis, comme vous vous souvenez, sur la chronologie, depuis quasiment l'ère de Jean-Bertrand Aristide, fin 80, René Préval, normalement, devait pouvoir ouvrir la porte élégamment à son beau-fils, Jules Célestin, pour, comme ça, pouvoir accéder au pouvoir. Rien de tout cela se passe, et c'est quand même l'un des deuxièmes petits séismes politiques après cet effondrement majeur de janvier 2010.
on voit un processus électoral en 2011 qui se fait sur fond de relèvement, comme caractérisent les Haïtiens, et finalement un cycle, un processus électoral qui est tout à fait vacillant, qui est assez incompréhensible aux yeux de tous et qui, du point de vue médiatique, est simplement comparable à l'accession d'un musicien, un ancien chanteur de compas, qui succède à René Préval et qui serait synonyme, si pas d'un petit spectacle, en tout cas d'un changement sur la forme qui serait suffisant. C'était en tout cas ce qui pouvait caractériser le plus souvent cette accession au pouvoir de Michel Martelly comme un chamboulement au lendemain du tremblement de terre. Vous voyez ce qui en est dit aussi de la part de Véronique Kiesel, qui est journaliste au Soir, dans le deuxième paragraphe. Il y a aussi cette impression qu'il faut organiser, là encore, cette injonction par la présence aussi d'une communauté internationale qui est qualifiée de diverses manières, qui est toujours la MINUSTAH, mais qui aura son mandat bientôt achevé en Haïti, une mission de stabilisation, ce qui pose question, le pays n'était pas en guerre. Il y a toutes ces définitions et ces explications du point de vue médiatique aussi, qui sont tout à fait dissemblables et polyphoniques, là encore une fois, avec des sens tout à fait multiples. Haïti qui n'a cessé de s'enfoncer dans la crise, nous dit aussi Jean-Michel Carrois, et finalement jusqu'à une crise politique qui donne l'impression d'une incapacité de monter des élections pour doter le pays d'un exécutif et surtout d'un législatif, de nos deux chambres, comme elles existent en France, qui soit légitime, avec sur fond d'une constitution parfaitement incomplète. Mais tout ceci se fait sur une monstration assez simple. Il y a des élections, Michel Martelly, l'ancien chanteur, est élu. Point. On a également le Japon, pour mars 2011. Si on reprend un petit peu aussi ce qui était dit au niveau des chronologies, immédiatement, avant donc l'épisode de Fukushima Daiichi, et puis ce triple accident pour certains, cette triple catastrophe, eh bien, toutes les centrales nucléaires fonctionnent à ce moment-là. Il y a cet enchaînement de crises qui doivent être gérées, qui provoquent un afflux à ce moment-là, qui est plus ou moins passé incognito au niveau de la couverture médiatique. Pourquoi ? Parce qu'elles allaient dans des sens opposés. Les populations qui étaient plutôt au niveau de Tokyo, qui essayaient de partir et gagner le sud de crainte d'être contaminées, de crainte d'avoir comme l'imaginaire de Tchernobyl qui était immédiatement apparu, d'être recouvert et d'être contaminé éventuellement. Au niveau journalistique, ce qui se produit, c'est cette tentative de monter vers le nord, pour ceux qui le visualisent, c'est-à-dire monter vers la préfecture, mais cette impossibilité totale étant donné une zone d'exclusion qui va apparaître au bout des 3 ou 4 jours, dès qu'on soupçonne que ces fumées soient peut-être en fait vecteurs d'un danger, et d'un danger imminent pour les journalistes, qui vont finalement être évacués en moins d'une semaine. Donc une non-couverture, ce qui est tout à fait particulier, voire unique, puisqu'un événement n'existera absolument jamais s'il n'y a pas de discours qui l'accompagne, s'il n'y a pas de mots pour venir le qualifier. Ce sont donc des images, de multiples images, sans compréhension réelle de ce qui s'y passe. Et aujourd'hui, et ça s'est remis très progressivement sur une toile politique que je vais préciser dans un instant, toutes les centrales nucléaires fonctionnent aujourd'hui, sont remises en route. Qu'est-ce qui est caractéristique au niveau du Japon ? C'est cette peur, finalement, une peur qui tétanise, comme je vous l'ai écrit ici, et une forme très dichotomique entre des médias japonais, très répandus, très lus encore, parmi les plus lus au monde, avec des tirages extrêmement importants, de la même façon également en Haïti, une presse qui existe depuis le fin 19e siècle, qui est très suivie aussi au niveau de la radio. Là, ici, sur les écrans, j'avais fait cet entretien avec David McNeil, qui écrit pour The Economist, et qui, pour lui, disait c'était vraiment un décalage flagrant entre, on entendait la plupart des médias dire que tout était sous contrôle. Certains en parlaient tout à l'heure, cette expression sous contrôle. C'était ça le leitmotiv finalement qui était diffusé par la NHK,
alors qu'on voyait derrière parfois une présentatrice des fumées s'échapper de certains réacteurs, ce qui provoquait vraiment, même sur le plan simplement visuel, un décalage profond. Kenichi Watanabe, qui a produit plusieurs documentaires sur la question nucléaire notamment, extrêmement complet, du point de vue historique aussi, et j'y reviendrai en un mot ensuite. Il était également au Japon lors du tremblement de terre, et pour lui c'était simplement du théâtre à la télévision, et ce décalage profond. Richard Wehrli également, qui était sur place, hein, vous le voyez, finalement lui il va lire ces polémiques différemment. Richard Wehrli qui est suisse, qui travaille pour la Suisse, hein, pour Le Temps, il est basé toujours à Paris, il écrit pour Le Temps, il couvrait également pour le journal Le Soir à ce moment-là, et pour lui voilà aussi l'un des fondements d'une forme de chavirement qui se produit avec des contestations qui sont là aussi tout à fait dissemblables d'une image qu'on peut avoir d'un Japonais qui serait calme, sage, docile, qui va se redresser. Il est éduqué pour faire face à des tremblements de terre. Or là, on verra que sur le plan politique, il y a un changement qui se produit, qui peut être assez parallèle, simplement sur la forme, hein, on s'entend, avec ce que je décrivais tantôt sur Haïti. Des traitements médiatiques, encore une fois, à ces répercussions politiques. Naoto Kan est immédiatement contesté parce qu'on l'accuse de mensonge, parce qu'il ne dit mot sur ce qui se produit réellement à Fukushima, sur les répercussions supposées, et sur une forme, encore une fois, opaque, sur une forme avec TEPCO de conjugaison du mensonge assez flagrante qui va venir et qui va lui coûter très rapidement son poste. Shinzo Abe va revenir au pouvoir, et il est encore aujourd'hui en 2018 à la tête du Japon. Vous voyez les réactions à nouveau, c'est le politique qui réagit, nous dit Kenichi Watanabe, et il y a ce rapport aussi qu'il décrit comme un totalitarisme démocratique, et qu'il explique aussi très bien dans l'un de ses documentaires, où il y a ces figures et finalement un passif historique qui est complexe au Japon aussi, et sur lequel la population a réagi pour la première fois, selon toute vraisemblance, mais il n'y avait pas ce discours vrai. Ce qui est assez flagrant aussi, hein, je vous reprends là ici quelques mots du Japan Times, qui était diffusé donc sur cette question du mensonge, pourquoi mentir, pourquoi ne pas dire la vérité, et toujours derrière cette suspicion, qu'avez-vous à cacher ce papier ici, qui pointe finalement le meltdown, donc la fusion hein, supposée. Que s'est-il passé à Fukushima? Personne n'a, ou alors les rapports étaient-ils faussés? Pourquoi la presse n'a pas communiqué, n'a pas pu dire ce qui s'y est passé? Il a fallu attendre, vous voyez ces figures qui contrastent avec celles de la photo de Port-au-Prince tout à l'heure, des personnes qui essaient de se protéger au sein de Fukushima Daiichi. Et finalement un mensonge qui devient progressivement un récit que je qualifie assez d'inaudible au final. Je vous ai pris ici, ça rejoint aussi toutes ces questions liées à la temporalité, sur ce livre qui correspond en réalité à la traduction de l'audition du directeur hein, de la centrale. Et donc ici je vous ai pris ce petit passage avec finalement ce qui aussi peut rejoindre l'idée sur le plan médiatique d'une machine médiatique qui part littéralement dans tous les sens, qui impacte le monde entier sur ce questionnement qui est disjoint. Il n'y a absolument rien de commun dans les interprétations des possibles, puisque personne ne savait exactement ce qui s'y était produit. Et on le voit ici, un bouleversement de la temporalité, comme on le lit dans ce livre, un récit de Fukushima, et le directeur parle, et donc Masao Yoshida qui vraiment explique dans le détail exactement comment il a vécu, comment ils ont été en vase clos, littéralement, pas du tout appuyés par le cœur politique japonais. Où est-ce que j'y vois finalement certains points communs? C'est finalement toujours ce récit de l'immédiat, qui fait fi aussi de l'histoire et de ce qui pourrait expliquer certains basculements à un moment donné, même si à nouveau nous sommes ici dans l'extrême, donc
On ne peut pas se préparer à tout ce qui va s'effondrer, néanmoins on peut trouver quelques bribes d'explications par le passé. C'est là que j'y vois un petit peu, encore une fois, nos temporalités. Eh bien, c'est ce nœud, finalement, dans le traitement médiatique, cette impossibilité d'accéder immédiatement à ce qui s'y passe en Haïti, ce périmètre de sécurité, comme je l'ai dit aussi, et sur toute notre chronologie, une accélération toujours plus grande dans la transmission de l'information, au sens de news, comme disent les Anglais, eh bien pour transmettre au plus vite ce qui s'y passe. À la fois on n'y est pas, alors que parfois on a soi-même des bribes d'informations, ce qui pose question. Et donc on a du parcellaire. Paradoxalement aussi, eh bien, ce sont tous ces témoignages et ces angles de vue disponibles sans une compréhension. Le traitement médiatique, donc c'était aussi cette question initiale qui immanquablement nous conduit vers cette question des perceptions. Est-ce que si j'écoute un média qui sera japonais et que je comprends le japonais, je comprendrai la même chose que si je suis en Europe? C'est ici que je me questionne aussi sur eh bien, tout ce rôle des perceptions, ce point de vue, et en fonction de ce qui sera diffusé, ce que je pourrais eh bien, finalement en comprendre. Je le disais aussi sur cette perception aussi qui est accolée à un japonais perçu comme étant calme, obéissant, qui va se relever. Dans les entretiens que j'ai menés aussi, il y a ces formes-là qui sont répercutées. Avec Kenichi Watanabe, je vais accélérer pour arriver également à ce qu'il disait en entretien, avec une forme quand même, là aussi, tout à fait disruptive dans la perception du japonais, selon lui, qui s'est produit à ce moment-là. Côté haïtien, l'inverse, considéré dans les perceptions, et donc qui questionne aussi sur nos propres perceptions et notre histoire de la France en Haïti notamment, il serait incapable finalement de se reprendre en main. Il n'y aurait pas d'autres potentiels sur des infrastructures. Or, c'est comme un cercle vicieux qui s'est tout à fait mis en place à la suite de janvier 2010, et cette considération aussi comme étant l'arrière-cour des États-Unis d'Amérique. Donc la situation serait tout à fait immuable pour ce peuple haïtien. Je vous suggère ici, pour accélérer, j'en encore quelques minutes, comme fatigue, ce que Régis Latouche, je vous montrerai, je l'ai mis en schéma, je vais aller au schéma, ça ira beaucoup plus vite, sur, eh bien ici, finalement, ce qui pourrait caractériser tout le propos. Quand on se situe dans cet extrême, particulièrement, ce n'est pas valable à tous les niveaux, le fait qu'est-il en train de se passer, et vous le voyez ici, comme nous le propose Régis Latouche, je l'ai adapté ici dans ce schéma, cette mécanique, un fait qui est interprété par une partie, fonction aussi de la sélection qui s'opère ou non, du média seul et unique que l'on écoute, que l'on regarde, avec une forme eh bien, d'opinion qui se met en route. Là, pour le coup, l'opinion publique, vous voyez qu'ici, ça renverse certains discours qu'on entendait depuis ce matin. Là, pour le coup, avec le traitement médiatique, il est évident qu'une opinion publique va essayer de faire pression. Elle aura en face d'elle, et avec ses interprétations plus ou moins réfutées d'un support médiatique, d'autres groupes de pression, antagonistes ou non, qui iront ou non dans une direction. Et au final, et c'est là que peut-être ça peut sembler tout aussi inquiétant que la crise, elle semble inquiétante ou extrême, eh bien c'est le fait lui-même qui disparaît. Donc dans certains cas, on se questionnerait aussi sur où est, si pas la vérité, une forme de véridicité, sur le plan politique aussi, puisqu'on ne peut pas voir forcément les acteurs qui avanceraient ou masqués ou avec divers agendas si on ne comprend pas, si le factuel lui-même vient à tomber dans des moments aussi tragiques et dans des moments où certaines ressources, si on parlait de Haïti aussi, avec des dons qui affluent et qu'il y a une ingouvernabilité, mais que l'on ne voit pas clair non plus sur les faits, alors on peut se questionner aussi sur la compréhension même qui peut en être possible. Je vous parlais tout à l'heure de ce rapport aux perceptions, et je vais m'arrêter ensuite sur un double diptyque, je dirais, c'est-à-dire dans un premier temps, j'ai relu, en fait ça m'a beaucoup permis en venant ici de repasser le fil. J'avais
mené 40 entretiens sur la recherche que j'avais menée, entre des acteurs comme Claude Joseph, cet étudiant dont je vous parlais, statisticien qui étudie à New York et qui, lui, ne voit instamment et continuellement que des lunettes stéréotypées à l'endroit d'Haïti et du traitement qui est fait de toute l'explication autour d'Haïti, fonction de l'endroit, fonction, si on prend les intérêts américains notamment, ils seront systématiquement passés par un seul et unique filtre. C'est ce que cela sous-tend. Et au final aussi, lorsque Christophe Hayat tout à l'heure a été déployé, parlait de ce côté morbide aussi, tout en lisant et en indiquant une forme d'énergie en Haïti, pour lui aussi, et je renvoie au schéma qu'on vient de passer en revue, dès lors que le fait disparaît, dès lors que tout s'accélère également dans le traitement médiatique, il nous dit voilà, je suis persuadé maintenant que les gens lisent, non pas pour comprendre, mais pour valider ce qu'ils pensent savoir ou ce qu'ils croient, ce qu'ils ont envie de croire, ce qui questionne aussi. Kenichi Watanabe, dont je vous parlais à l'instant, nous parle de cette spécialité japonaise, cette spécialité à savoir faire face. Ça renvoie éventuellement à des formes de résilience, tout en étant absolument battu en brèche par cette réaction japonaise qui s'est produite en mars 2011 pour aller contester face à la résidence du Premier ministre et pour finalement le faire tomber quelques mois plus tard. Et il va beaucoup plus loin finalement parce pour lui, percevoir ainsi le japonais, cela voudrait dire finalement ça ne sera jamais que ce mouton obéissant et qui peut aller dans toute direction, y compris le totalitarisme. Évidemment, il fait référence ici à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour lui, on peut aussi penser qu'avec de telles perceptions, on peut aussi penser que cette démocratie pourrait aussi être un État totalitaire. En guise de conclusion, et je m'arrêterai ici, je vous laisse découvrir les mots ici que je reprenais de l'ouvrage de François Hartog au niveau des régimes d'historicité et du présentisme qui ont été un filtre assez important dans la lecture que j'en ai faite dans ma recherche. Il avait écrit cet opus au printemps dernier, en 2017, et je trouvais que par rapport à ce colloque aussi, il y avait une forme de résonance. Étant donné que, oui, il serait peut-être plus important de savoir ce que l'esprit humain a pensé sur un problème que d'avoir un avis sur ce problème, ce qui nous renvoie effectivement à cette peut-être consommation médiatique qui est la nôtre en 2018, à vouloir peut-être toutes les clés de compréhension, alors que dans les deux exemples que nous avons parcourus ici, on se rendait compte que ça n'était pas possible de voir forcément clair, qu'on avait éventuellement que des bribes qui nous étaient offertes. Et donc peut-être retourner ce problème du traitement médiatique dans ces cas de figure extrêmes, encore une fois, j'insiste, parce que évidemment dans d'autres cas de tremblement de terre, on aurait une lecture nettement plus facile à valider. Et bien dans ce cas-là, peut-être qu'on s'est renversé la focale pour voir comment tout ceci s'opère. Je vous remercie de votre attention.